L'argent, c'est 3 étapes. Si tu veux progresser financièrement, il faut d'abord que tu saches où tu es financièrement. Que tu saches, que tu connaisses tes bilans. Un homme qui gagne beaucoup, mais qui dépense aussi beaucoup, ne peut jamais atteindre un certain niveau. D'accord? Les gens qui sont extrêmement riches, on a l'impression parfois qu'ils dépensent beaucoup. Il y a les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. Dans le compte, tu as combien? Orange Money, tu as combien? Les pièces, tu as combien? Ça te permet de faire une situation nette de ce que tu as. Si tu ne donnes pas de direction à ton argent te donne une direction. Le principal problème que les gens ont, ce n'est pas de gagner l'argent. Non. Les gens savent gagner l'argent. Chacun connaît comment gagner l'argent. Tu vois? Peut-être ils ne connaissent pas comment gagner beaucoup. Usher Mindset, le guide pratique pour structurer sa vie financière. Maîtrisez les 5 étapes incontournables pour structurer votre vie financière et progresser financièrement. Donc, si je lis le livre-ci et je comprends ça très bien, je serai capable de maîtriser les 5 étapes incontournables pour structurer ma vie financière, organiser et progresser financièrement. J'aimerais que tu me parles de ce livre. D'accord. Qu'est-ce que je veux gagner dedans? Alors, le guide pratique pour structurer sa vie financière, c'est le premier livre que j'ai écrit. Parce que je suis allé sur un constat simple. Le constat est le suivant. C'est que le principal problème que les gens ont, ce n'est pas de gagner l'argent. Non. Les gens savent gagner l'argent. Chacun connaît comment gagner l'argent. Tu vois? Peut-être ils ne connaissent pas comment gagner beaucoup. Mais chacun à un niveau sait comment gagner l'argent. Et maintenant, il faudrait comprendre ce qu'on appelle le cycle de l'argent. L'argent, c'est 3 étapes. 1, je gagne. 2, je gère. 3, j'investis. Ça veut dire que j'ai gagné l'argent. Quand j'ai gagné l'argent, il faut que j'apprenne comment le gérer. Et quand j'ai fini d'apprendre comment le gérer, là maintenant, je peux investir pour que le cycle recommence. Parce qu'en investissant, je gagne encore. Je ne sais pas si je comprends. Maintenant, dans gérer, il y a 3 étapes. Premièrement, l'organisation. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre. Tu ne peux pas gérer quelque chose qui est désordonné. Si tu veux progresser financièrement, il faut d'abord que tu saches où tu es financièrement. Que tu saches, que tu connaisses tes bilans. Il y a les gens qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. C'est pour ça que dans le livre, si l'un des premiers chapitres, j'explique premièrement d'abord que tu dois connaître tout ce que tu as. Dans le compte, tu as combien? Orange Money, tu as combien? Les pièces, tu as combien? Ça te permet de faire une situation nette de ce que tu as. C'est grave, ma vie. Parce que si tu ne connais pas ce que tu as, comment tu fais pour progresser? Mon père me dit souvent que Franck, un homme ne peut pas évoluer s'il ne sait pas là où il est. Donc je dois d'abord savoir où je suis. Et quand je sais exactement où je suis, là maintenant, je peux commencer à me dire, ok, j'avance. Donc ici, c'est uniquement pour savoir comment organiser. Il y a le bilan. Ici, on apprend comment faire les bilans financiers, personnels. Ça t'apprend comment retracer et former tes budgets. Parce que je t'ai dit qu'en réalité, le budget, c'est la chose qui va te permettre de savoir comment, ou alors de donner des directions à ton argent. Si tu ne donnes pas de direction à ton argent te donne une direction. Ça veut dire quoi? Je m'explique simplement. Tu as actuellement 200 000 qui entrent. En fait, si tu n'avais pas prévu quelque chose sur cet argent-là, l'argent va te conduire à aller dépenser. Tu vas acheter les habits, tu vas acheter les chaussures, et après, à la fin de la journée, tu vas dire, attends un peu, pourquoi j'ai acheté les chaussures? Pourquoi as-tu choix? Parce qu'à la base, il n'y a pas de budget, et j'explique très bien cela à travers les 3 budgets, le budget de consommation, le budget de sécurité, le budget d'investissement. Voilà, ce sont les 3 budgets qu'il faut savoir établir en fonction des revenus. On t'apprend aussi ici une technique incroyablement puissante en matière de gestion financière, le reporting financier. Pourquoi? Reporting financier, ça veut dire quoi? La capacité de noter au jour le jour ce qu'on dépense et ce qui entre. En entreprise, une entreprise sérieuse, quand vous avez des entrées, si vous notez, non? Quand vous avez une sortie, vous notez, non? Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça dans l'entreprise, mais toi, tu ne fais pas ça? En fait, c'est simple. Ça veut dire que tu dois être en mesure de rentrer le soir, et ça doit être un réflexe, de dire qu'aujourd'hui, transport, j'ai dépensé tel. Nourriture, j'ai dépensé tel. Ça va te permettre à la fin de la semaine de connaître, ok, la semaine, si j'ai beaucoup dépensé plus dans tel. J'ai beaucoup dépensé en transport. Maintenant, comment faire pour réduire cette dépense-là? Et ça, tu vois, tu vois qu'en fait, c'est un travail.
Ce n'est pas le jeu, en fait. C'est que tu fais une analyse progressive et quand tu fais cette analyse-là, ça te permet maintenant de savoir comment optimiser tes dépenses. D'accord? Donc, ça, c'est concernant d'abord le premier livre. Maintenant, ce livre-ci doit avoir une suite, normalement. Parce qu'après avoir organisé, il faut que tu apprennes maintenant à maîtriser les dépenses. Oui, tu as analysé. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le deuxième. Maîtriser maintenant les dépenses. Si tu ne sais pas comment maîtriser les dépenses, ça ne sert à rien. J'ai organisé ma vie financière. Quand je l'ai organisée de manière ponctuelle, claire, et que j'ai analysé à travers mes reportings, je sais que je dépense beaucoup plus en transport. Comment faire pour réduire maintenant cette dépense? C'est là que le deuxième livre intervient. Ok. Donc, ça veut donc dire que... Donc, et moi maintenant qui marche en route, j'achète bonbons là, petit jus là, à côté, je n'enregistre pas. J'ai fait ça depuis longtemps. C'est grave. Non, en fait, c'est pas si grave que ça parce que tu peux reprendre le contrôle maintenant. Ok. D'accord, donc maintenant tu peux déjà reprendre le contrôle. Le guide pratique Pour maîtriser ses dépenses. Oui. Ok, je vais donc maîtriser mes dépenses. Découvrir les leviers essentiels pour comprendre, contrôler et transformer vos dépenses en décisions stratégiques. Décision stratégique. Ok. Là, c'est simple. Hein. Ici, il est question juste de savoir comment maîtriser les dépenses. De manière simple, maîtriser ses émotions. Parce qu'un homme qui gagne beaucoup, mais qui dépense aussi beaucoup, ne peut jamais atteindre un certain niveau. D'accord? Les gens qui sont extrêmement riches, on a l'impression parfois qu'ils dépensent beaucoup. On va te dire qu'il y a un homme riche, il a acheté un yacht, il a acheté ceci, cela. Moi, j'ai regardé un documentaire dernièrement, Bernard Arnault, on te dit qu'il a acheté un yacht pour pouvoir réduire les impôts, pour ne pas payer trop d'impôts. On t'explique le montage financier qu'il y a derrière. Tu comprends qu'en fait, ils n'achètent pas les choses pour rien. Quand tu vois, par exemple, les gens qui achètent les tableaux, tu as déjà vu, je sais pas si tu as vu, il y a des tableaux souvent que tu regardes, c'est les gribouillis. Ça veut dire qu'il n'y a rien. On te dit que c'est 400 millions de dollars. Tu dis que mais c'est quoi ça? En fait, derrière, il y a un montage financier. C'est une manière parfois de garder de l'argent. Parce que le tableau prend la valeur avec le temps. L'homme d'affaires se dit que si je ne peux pas mettre l'argent, c'est à la banque. Il y a l'inflation. L'inflation est trop grande. Ça ne fait que ça va diminuer mon argent. Mieux, j'achète un tableau qui va prendre la valeur tout le temps. Le tableau de Mona Lisa, je crois, dans les années 80, c'était à combien? 200 millions de dollars. Récemment, il y a le prince je crois, de l'Arabie Saoudite qui l'a acheté à 400 millions. Donc, ça a pris de la valeur. Donc, lui, il l'a acheté, il l'a gardé. Dans 10 ans, ça va encore prendre la valeur. Donc, tu vois qu'il n'achète pas les choses pour rien. Donc, ici, maîtriser les dépenses, c'est simplement avoir la capacité de contrôler ses émotions. Avoir la capacité d'être en mesure de se dire quoi? Ok, je veux dépenser, mais je dois me retenir. Tu comprends? Et là, il y a des techniques simples. C'est dans ce livre-ci que j'ai mis beaucoup plus de tableaux. Ça permet de savoir comment noter. Il y a ce qu'on appelle le taux de dépense. Tu dois être en mesure de comprendre que, ok, cette semaine, je dépense beaucoup plus en transport. Je dois apprendre à maîtriser mes dépenses. Au-delà de ça, l'homme et la femme ne dépensent pas de la même manière. Voilà, c'est pas la même manière. Il y a un chapitre dédié à ça. Les entreprises aussi qui poussent à dépenser. Par exemple, tu vas aller en ligne. Tu vas voir, par exemple, comment je vais dire, une femme qui est en train de vendre les habits. Et quand elle est en train de vendre les habits, elle dit qu'il reste 2 pièces. Les 2 pièces, il reste seulement 2 pièces. Prenez vite. En fait, il y a le stock. C'est une stratégie marketing pour te pousser à dépenser. Quand elle dit qu'il y a 2 pièces, ça stimule ton cerveau et tu te dis non. Ça crée un sentiment de rareté et tu as envie de dépenser. Et ça, j'explique bien ça dans ce livre-ci. Dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas, comment les industries font pour nous pousser à dépenser. Donc, voilà un peu globalement concernant le livre sur la maîtrise des dépenses. Super. Bon, on va revenir sur les deux autres livres. Est-ce que c'est facile d'écrire un livre? Non, pas du tout. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour écrire un livre, il faut d'abord être quelqu'un qui lit. Ça, c'est d'abord la première chose. Moi, je ne pense pas honnêtement que j'aurais pu écrire des livres si je n'étais pas quelqu'un qui lit beaucoup. Moi, dernièrement, j'ai fait mon inventaire de livres. J'ai 325 livres chez moi. 325 livres. Non, physiques. Wow. J'ai 325 livres que j'ai achetés. Aujourd'hui, mon argent, j'ai acheté. Tu as une librairie? Oui, j'ai une librairie. Actuellement, je suis en train de chercher comment faire une bibliothèque chez moi pour classer mes livres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a compris de manière simple que la lecture, c'est quelque chose d'incroyable. La lecture apprend. La lecture éveille.
La lecture pousse à se dépasser. Les gens qui me connaissent savent que je ne peux pas passer à côté d'une bibliothèque. Un endroit où on vend les livres, je ne m'arrête pas. Oui, c'est vrai, j'ai vu une vidéo derrière. Voilà. Mon endroit préféré à Douala, c'est la FNAC. On me connaît là-bas. Quand j'arrive, tout le monde me salue. Parce qu'on me connaît. Quand j'entre à la FNAC, je ne sors pas ça acheter moi les livres de 50 000. Parce que j'aime lire. Quand je reste et que j'ai du temps libre, j'ouvre un livre, je lis. Parce que j'ai compris que dans ces trucs-là, il y a tellement de secrets. Tellement. Et maintenant, après, pour écrire, il faut être aussi inspiré, il faut connaître, maîtriser son sujet. Il ne faut pas seulement faire. J'aurais pu faire les 3 livres en un seul. Mais je me suis dit, est-ce que les gens vont lire? J'ai dit, OK, première étape, deuxième étape, troisième étape. Ça permet que chacun puisse se retrouver dans la lecture. Wow. Intéressant. En fait, quand tu parlais de maîtriser ses finances et savoir où son argent part, je me suis rappelé d'un truc qui s'est passé dernièrement. Il y a des gens qui vont rire là. Je ne comprends pas comment j'ai fait. J'ai laissé 20 000 dans ma poche, dans un pantalon. J'ai oublié. On a lavé. Quelqu'un va voir, il va se dire que c'est parce que je suis riche. Oui. Mais quand je t'écoute parler, je comprends maintenant que non, j'ai été négligent. Négligent, c'est tout. Parce que si je savais que j'ai telle somme dans Momo, telle somme dans ceci, telle somme j'ai mis sur la table, telle somme de manière simple, de pièces. Je vais les mettre dans ce coin. Je ne pense pas que ça tu aurais pu faire ça. 20 000 francs dans mon pantalon. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la clarté financière. Je n'estime pas que je suis quelqu'un, que je suis un expert. Non, pas du tout. J'estime que je connais les bases. Mais c'est juste qu'on est dans un écosystème où on est trop ignorant, au point où quand tu dis des choses basiques, on te prend pour un expert. Tu vois, et c'est triste. Tu vois, parce que moi, je ne me compare pas aux gens qui sont là, ici. Moi, quand je veux dire que je me compare, je regarde à l'extérieur. Quand tu vois ce que les gens font à l'extérieur, quand tu regardes ce que les gens font aux États-Unis, je prends seulement le domaine des livres-ci. Aux États-Unis, les gars font de ça des industries. Et un monsieur, on dit qu'il a gagné 100 millions de dollars en 24 heures en vendant les livres. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu comprends qu'en fait, il y a trop de choses à faire. Tu vois, il y a trop de choses à faire ici. C'est vraiment... Tu sais, une information basique pour quelqu'un qui est au niveau 0, pour un ignorant, je suppose que c'est le point de vue d'un expert pour lui. Oui, je suppose. Donc, je pense qu'à chaque niveau, chacun a son niveau, en fait. Donc, en fait, tu t'exprimes aux gens qui sont vraiment... disons au dernier des niveaux en fait. Je veux pas, à la limite, disons un peu médiocre, même si tu fais la moyenne, à mon avis. Donc même si c'est livre et la moyenne, ou peut-être c'est les bases. Vu que nous sommes en Afrique et bon, les gens vont dire que supplie. On est vraiment médiocre nous tous, disons comme ça. La vue globale, ça sera une information d'expert. Puissant en fait. Donc je pense que on doit commencer comme ça, on n'a pas le choix. Parce que si tu faisais alors ça en version expert, est-ce que moi je vais comprendre? Je ne vais pas comprendre. Ok. Il y a une thématique sur laquelle je voulais qu'on en discute. Je veux entendre ton avis parce que moi ça me fait un peu un genre, je n'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai une ménagère. Oui. Des fois, je prépare rarement. Donc, j'ai un chef. C'est vrai que c'est un chef qui travaille pour... Il est dans mon restaurant. C'est un peu comme un partenaire, en fait. Mais hormis de ça, de temps en temps, il fait des repas. En fait, j'aimerais même... Je ne sais pas comment il travaille pour moi, mais j'aimerais même recruter un chef personnel. J'aimerais même avoir des assistants partout. Moi, j'ai envie. Mais quand je parle avec les gens... C'est comme si je suis en train d'exagérer. Comment est-ce que tu peux penser à ça? En fait, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que moi, si je dois donner assez de temps pour peut-être laver les habits, nettoyer la maison, combien d'heures je vais passer à faire ça? Tu vois un peu combien de temps ça va me prendre, combien de fois je dois être au travail des fois. En fait, la mentalité, il faut bien comprendre. Comment est-ce que tu... Dis-moi un peu peut-être... Oui. Non. En fait, c'est logique. Parce qu'à un niveau... on comprend quelque chose de simple. Plus on grandit, plus on comprend que la chose la plus importante qu'on a, c'est le temps. Tu vois. En fait, le temps est extrêmement important. Tu vois. Chaque minute qu'on passe, on ne rentre pas en arrière. On avance. Et plus ce temps passe, plus on vieillit.
Et quand on dit le temps passe là, c'est que ce sont les secondes qui créent les minutes qui créent les heures, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si tu estimes que pour être productif, il va falloir que tu prennes par exemple une assistante, il va falloir par exemple que tu prennes un chef qui va préparer pour toi, une personne qui va laver les habits. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que je me suis assis, j'ai dit qu'il frotte l'habit. Comment? J'ai pas le temps. Comment je vais m'appeler pour frotter les habits? On a un siège, il faut payer le loyer, il y a les emplois, je vais être là dire qu'il frotte les habits, comment? Je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que tu me rassures. En fait, je ne suis pas en train en fait, parce que je ne comprends pas. Non, tu peux te permettre de dire que bon, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je vais sortir un 30 000 francs, je vais payer quelqu'un. Oui, quelqu'un qui va faire ça. Chaque week-end. Surtout quand on est un entrepreneur. Il vient chaque week-end nettoyer la maison, laver les habits, nettoyer un peu de tout. Et puis, quelqu'un te fait avoir l'impression comme si, mais ça c'est chose de bobo, tu dépenses l'argent. je pense que vraiment c'est, pour moi, vu que tu me rassures, moi ça me donne le courage de parler. Je ne veux pas dire, après tu vas dire que c'est une mauvaise décision financière. Du coup, je me suis juste dit que, gars, j'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps. On doit, comme tu as dit, on doit travailler. Il y a les problèmes, les vrais problèmes. Il y a les budgets, même les dettes. Tu dois rembourser les gens, tu dois payer les employés. Je ne vais pas même placer dire que lave les habits. Tu vois. Peut-être ta charge, c'est 2 millions. Tu vois. Et puis, tu dois payer. Tu as 400 000, tu fais comment? Tu vas pas t'en sortir. Il n'y a même pas le temps pour se consoler pour laver les habits. Donc vraiment, ça me rassure en fait. Ça me rassure qu'à un moment donné, ce sentiment de vouloir laisser certaines activités à certaines personnes. Pour se concentrer sur les priorités. Travail, en fait. Donc, on va un peu partir sur le 3e livre. Je garde ce livre pour la fin. Pour la fin. Donc, je montre ça au public. Guide pratique pour épargner efficacement. Bon, avant été donné la parole pour nous parler de ce livre. Est-ce qu'il y a une différence entre épargner et épargner efficacement? Oui. C'est quoi la différence? Épargner efficacement, c'est épargner avec un objectif. Ok. Quand je décide de dire j'épargne, je mets juste l'argent de côté. Mais l'argent de côté qui n'a pas d'objectif ne sert à rien, ça va finir. Ça veut dire qu'il y a un petit problème là. Tu vas prendre. Si c'est que tu pars, tu commences à épargner, tu te dis je vais mettre de l'argent de côté. Et que si je vais mettre l'argent de côté là, il n'y a pas un objectif. Genre, c'est pour lancer un projet, c'est pour faire ceci, pour acheter mon terrain. En fait, chaque fois qu'il y aura un problème, tu vas aller prendre un peu. Donc, épargner efficacement commence par épargner avec un objectif. À mettre de l'argent avec un objectif précis. Maîtriser l'épargne de manière concrète et accéder à votre indépendance financière. Oui. Osher Mindset. Ok. Alors, on va prendre dans ce livre. Le guide pratique pour épargner efficacement est le dernier de la série de guides sur la finance, parce que le 4e livre, lui, il est à part. C'est vrai qu'il parle tout de finance, mais d'un autre aspect. On suit une chronologie qui est simple. Le premier, c'est le guide pratique pour organiser. On organise d'abord sa vie financière. Quand on a fini d'organiser sa vie financière et qu'on connaît quels sont les problèmes qu'on a, par exemple, on dépense beaucoup plus en transport ou en habits, etc., on passe à la maîtrise des dépenses. Ça veut dire j'apprends à maîtriser mes dépenses. D'accord? Et maintenant, quand j'ai appris à maîtriser mes dépenses, cet argent-là, il va falloir que j'apprenne comment l'épargner. Et le dernier livre donc, de la série sera le guide pratique pour investir. Parce qu'après l'épargne, il faut maintenant que j'investisse cet argent pour que ça tourne. Donc, le guide pratique pour épargner efficacement, ici, j'ai voulu simplement montrer ou alors expliquer aux gens de manière terre à terre et de manière contextuelle comment épargner à travers des étapes. Épargner, ce n'est pas seulement mettre l'argent de côté. Épargner, c'est un état d'esprit. Épargner, c'est une manière de penser. C'est une routine de vie. C'est un automatisme et une habitude qu'on installe en soi. Ça veut dire quoi? Je dois arriver à un niveau où l'épargne devient comme un réflexe. Dès que l'argent entre, je mets quelque chose de côté. Je dois être en mesure de me dire que quelle qu'en soit la somme que j'ai, je dois mettre quelque chose de côté. Parce que l'épargne est la chose qui va vous sauver de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes, de situations. D'accord? Si par exemple aujourd'hui, et l'épargne a plusieurs dimensions, on a par exemple, on a l'épargne de suivi, épargne de sécurité et épargne de croissance. L'épargne de suivi, c'est l'argent que je mets de côté
qui va me permettre de subvenir à mes besoins en cas d'imprévu majeur, par exemple, comme un licenciement, comme la faillite d'une entreprise. Si, par exemple, tu fais faillite aujourd'hui, comment tu fais pour vivre? À la maison. Ça veut dire que tes enfants, ils vont manger quoi? L'épargne de suivi est là justement pour combler cela pendant un temps, en attendant de relancer. On a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. L'épargne de sécurité est l'épargne qui est là pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne. Pas forcément dramatique. Par exemple, l'enfant est malade, il y a peut-être un petit souci, etc. Tu sais que voilà mon épargne de sécurité. Et maintenant, on a l'épargne de croissance. C'est l'épargne qui va te permettre de faire quoi? De progresser dans la vie. L'épargne de croissance, lui, il a 3 dimensions. 3 dimensions. La première dimension de l'épargne de croissance, c'est la dimension investissement dans les projets. Ça veut dire que j'épargne dans le but d'investir pour un projet concret. Ça peut être, je me lance dans l'agriculture, j'achète une nouvelle maison, je ne sais pas quoi. Investissement en tout cas, tu vois. Investissement, quand je dis acheter une maison, c'est pour louer. Parce que pour moi, acheter une maison ou bien construire une maison comme ça, si on n'a pas encore un certain niveau, pour moi, ce n'est pas censé. Voilà, c'est de l'argent stocké pour rien. Ensuite, on a deuxième phase de l'épargne de croissance, c'est la partie spirituelle. C'est l'argent que je mets de côté pour investir dans la spiritualité. Ça veut dire quoi? Et quand je dis investir dans la spiritualité, ça peut paraître bizarre. Les gens vont dire, mais comment on dit qu'on investit? Non. En fait, on donne pour recevoir quelque chose. Quand tu parles orphelinat, tu aides les orphelins. C'est parce que tu dis que Seigneur, comme je suis en train de faire ça, bénis-moi. D'accord, tu vois? Donc, l'épargne là, justement, est là pour te dire que, ok, l'argent, s'il va permettre d'aider les orphelins, les veuves et les déshérités, ou encore mieux, pour les chrétiens qui sont un peu plus avancés, ils vont te parler de la dîme, des offrandes, etc. Tu peux te dire, par exemple, que ce mois, je veux faire un cadeau à ma mère, etc. C'est de l'investissement que tu fais, en fait, sans t'en rendre compte. Tu crois. Et pour terminer, la dernière dimension, l'épargne de croissance est dédiée à l'éducation personnelle. Ça veut dire quoi? C'est l'argent que je mets de côté pour investir dans mes livres, dans mes formations, qui me permettent d'évoluer. C'est que je mets l'argent de côté et je me dis que, ok, l'argent que j'ai mis de côté, c'est pour acheter un nouveau livre chaque mois. C'est pour participer à des séminaires. C'est pour, je sais pas, acheter une formation qui va me permettre d'exceller dans un domaine. Je me rends compte que j'ai des problèmes sur la finance, je vais acheter une formation chez Ocean Mindset. Je me rends compte que j'ai un problème dans l'agriculture, je vais acheter une formation dans l'agriculture avec cette épargne-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, voilà les 3 dimensions de l'épargne. Maintenant, le reste, vous allez découvrir dans le livre. Parce que là, ici, dans ce livre, je donne aussi, je donne aussi un plan sur 90 jours. Parce que j'ai compris au fil du temps que l'entrepreneur ne peut pas épargner comme le salarié et le salarié ne peut pas épargner comme l'étudiant. C'est pas la même chose, non. Le salarié perçoit l'argent de manière fixe. Ça veut dire qu'il sait que chaque mois, j'ai 150 000. Donc, il peut fixer un taux fixe par rapport à ça. Ça veut dire que dans les 150 000, je vais mettre 30 000 de côté. L'entrepreneur, c'est pas ça. Il y a des mois où tu gagnes 500 000. Il y a un autre mois où tu vas gagner 0 francs. Il y a un autre mois où tu vas gagner 15 000. Bon, là, il faut un autre plan. Et l'étudiant, c'est pas aussi la même chose. Parce que l'étudiant est celui que j'estime qui doit épargner le plus. Parce qu'il n'a pas de charge. Il habite chez ses parents. Tu vois, à côté de ça, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Bon, il fait quoi avec l'argent alors? Ça veut dire que quand son père lui donne l'argent, il doit mettre quelque chose de côté. Obligé même plus de 50%. Tu vois, ça va lui permettre d'évoluer. L'étudiant doit épargner. Un étudiant, je ne comprends pas. Bon, quand je dis femme, il y a une différence entre la femme et la copine. Il y a une différence entre la femme et la fille. C'est pas la même chose. D'accord? Maintenant, s'il a une copine qui mange son argent, c'est qu'il est stupide. Voilà, tout simplement parce que dans la vie, je pense que, honnêtement, il y a ce qu'on appelle les priorités. Ce qu'on appelle les priorités dans la vie. Dans la vie, tu sais quel est le problème de notre jeunesse? C'est qu'on ne comprend pas les saisons. Tu vois, on ne comprend pas que dans la vie, il y a un moment où on apprend à l'école. Et qu'on fait l'école. On se concentre sur l'école. Il y a un moment dans la vie où on se découvre. On apprend de soi. On découvre sa mission de vie, ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a un moment où on se lance, on se bat. On commence à se chercher. Il y a un moment où on cherche la femme. Il y a un moment où on fait l'enfant. Il y a un moment où on bâtit avec sa famille un foyer. Il y a un moment où on transmet un héritage. Mais le problème, c'est qu'au moment où il faut se chercher, on cherche la femme. Tu vois, au moment où il faut lancer les projets, se battre, trouver la stabilité, on est derrière les femmes.
Tu vois, le moment où il faut, je ne sais pas, transmettre l'héritage, c'est là qu'on dit qu'il faut faire les enfants. Donc en fait, on est perdu. Tu vois ce que je veux dire? Non? Donc ça veut dire qu'un jeune doit déjà comprendre l'ordre des choses et comprendre les priorités par saison. Ouais. Tu vois, il y a un moment où tu te cherches. La femme ne doit pas entrer dans ta tête. Tu dois te concentrer, focus. Si tu as la chance de tomber sur une copine qui est vraiment, comment on appelle ça, je dis souvent qu'il y a des filles de 40 ans et il y a des femmes de 20 ans. Ouais. Bien sûr, il y a certaines filles que quand tu regardes, elle ne fait pas son âge. Dans la mentalité, elle est trop loin. Si tu as la chance de tomber sur une femme comme ça qui peut te soutenir, vous êtes jeunes et tout, vous avancez ensemble, tant mieux. Mais en réalité, ça ne doit pas être une priorité à un moment donné. Tu vois, si tu as la chance, vas-y. Mais honnêtement, moi, j'exhorte mes frères, mes jeunes frères, il faut laisser les femmes. Je vous dis la vérité. Laissez ça. Concentrez-vous. Bâtissez-vous au maximum. Vous allez voir, quand vous allez arriver devant, vous allez voir que le moment va venir où la femme va venir, où vous allez être... Donc, respectez les saisons. Respectez les saisons. Détaille-nous un peu. Détaille-nous encore un peu les saisons. Là. Les saisons. Oui. C'est simple. Il faut qu'on comprenne bien. Ouais. Regarde. Quand tu nais, ta vie est basée sur des saisons. D'accord? Il y a une saison où tes parents sont avec toi. Ils t'éduquent, etc. Et tout, et tout. À cette époque-là, tu es soumis sur leur autorité. Tu comprends? On t'envoie à l'école. Il y a une période de la vie où on fréquente. Moi, j'ai fréquenté. Et je n'étais pas bête. J'étais parmi les meilleurs à l'école. Ceux qui regardent la vidéo peuvent témoigner. Les gens qui me connaissent au collège. Moi, je faisais toujours partie des 5 premiers. Donc, quand je disais l'école, j'étais là, j'étais focus sur l'école. Il y a une période de la vie où on commence à se découvrir. On se demande qui on est. Quels sont les buts de nos vies, de notre vie. Quelle est la mission de vie qui est assignée à ma vie. Je dois exceller dans quel domaine? Parce que si tu ne comprends pas ta mission de vie, tu perds le temps. Tu vas faire l'agriculture aujourd'hui, demain tu vas faire l'élevage, après tu vas partir, tu vas devenir avocat, après tu vas dire que non, c'est le marketing digital qui fonctionne, après c'est le trading, non, peut-être c'est le e-commerce. Tu es perdu. Tu ne comprends pas quel est ton couloir. Et si tu ne comprends pas ton couloir, ça ne sert à rien. Après la mission de vie, quand on a découvert la mission de vie, on commence à se battre. On se bat, on se cherche, on essaie d'avoir le minimum et la stabilité. Surtout pour un homme. Un homme qui n'est pas responsable ne doit pas chercher une femme. Tu fais quoi avec la femme quand tu n'es pas responsable? Regarde la Bible. Si j'entre dans ma Bible pour expliquer de manière simple. Dieu crée Adam. On est d'accord? Ouais. Quand il crée Adam, il lui donne des responsabilités. On est d'accord? Il lui dit nomme les animaux, etc. Il lui donne des responsabilités. Le travail. C'est quand Dieu se rend compte que Adam a tout fini qu'il dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit... L'homme soit seul. C'est là qu'on lui donne la femme. Donc ça veut dire qu'un homme ne doit pas chercher la femme s'il n'est pas responsable. S'il ne prend pas d'abord soin de lui-même, tu fais quoi avec la femme quand tu ne prends pas soin de toi? Tu fais quoi? Tu te concentres d'abord sur toi, tu cherches une stabilité, une petite sécurité. Parce que la femme, c'est l'entretien. Que tu le veux ou pas. Du moment où quand tu pars chez une femme, tu pars chez ses parents, on dit que, le père dit que je te donne la main de ma fille. En fait, il est en train de dire que je te soumets donc la responsabilité que je tiens depuis des années. Donc tu dois prendre soin d'elle. Mais tu fais comment pour prendre soin de quelqu'un quand tu n'arrives pas à prendre soin de toi? Tu fais comment? Il faut te concentrer. Ouais. Donc quand tu as fait ça maintenant, il y a maintenant la période où on se dit, ok, je suis un peu stable. Je peux maintenant chercher quelqu'un avec qui cheminer. Après cette phase, maintenant, on se dit, d'accord, j'ai trouvé la personne, maintenant, je peux faire des enfants. Quand je fais maintenant les enfants, je dis que, ok, maintenant, je bâtis mon foyer, ma famille. Je m'élève encore plus et à un moment donné, je me dis, ok, il est temps maintenant que je transmette cet héritage pour partir. Faire le cycle de la vie. Mais on dit, tout est mélangé.